ça veut dire qu'on sait faire la part des choses et que de temps en temps, on peut voter pour et de temps en temps, on vote contre, suivant l'intérêt du pays. Ah, la droite sénatoriale est magnanime. Hein, La droite Didier et le Guillaume. centre. Ouais, la droite et le centre, pardon. Didier Guillaume. Alors, on va parler de la réforme du collège, puisque vous lancez le débat, Jean-Pierre Raffarin. C'était un mot d'accueil pour Didier Guillaume. C'était un mot d'accueil pour Que Didier Guillaume. j'apprécie à son plus haut On lui dit point. bonjour, merci d'être avec nous également en direct. Alors, peut-être que je vais vous faire réagir à Nicolas Sarkozy dans le Figaro ce matin, qui dit « Hollande et Valls ont fait le choix du mépris autour de la il parle bien sûr de la publication du décret sur la réforme du collège. Oui, Nicolas Sarkozy, depuis 2012, il fait le choix de la médiocrité, de l'opposition systématique et de l'abrogation totale. Je pense que la droite dit que la réforme du collège n'est pas bonne. Nous disons qu'elle est bonne. Mais nous devons acter les choses très clairement. Nous n'avons pas la même vision entre la droite et la gauche de l'éducation en France. Dont acte. La ministre a répondu à 4 ou 5 questions cet après-midi. Mais de là à passer en force, Didier Guillaume, au lendemain Mais attendez, d'une manifestation excusez-moi. Là, vous dites quelque chose qui est faux. Je suis désolé de vous dire, c'est faux. C'est pas un passage en force. Je trouve que c'est même très tardif. La loi a été votée il y a 2... Non mais écoutez, parlons sérieusement. Ne nous laissons pas intoxiquer par je ne sais pas trop qui. La loi a été votée il y a 2 ans. Lorsque les décrets d'application des lois mettent plus de 6 mois ou 8 mois, on nous dit ça tarde. Là, simplement, ce qui a été mis en cause par l'opposition et par d'autres, c'est de dire le décret a été pris le lendemain de la manif. Bon, mais le débat a eu lieu depuis 2 ans. Le calendrier n'est pas terrible. Mais quel est le problème du calendrier? Nous, ce que nous constatons, c'est qu'il y a 140 000 C'est un mauvais signe peut-être donné aux enseignants. Non, mais moi, je me fiche de la forme. Moi, ce qui m'importe, c'est la République et les enfants. Aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est des années, c'est pas que depuis la droite. Mais depuis 10 ou 15 ans, le collège français va mal, le collège français périclite, et les enfants sont de moins en moins bien formés, et 140 000 à 150 000 décrocheurs par an. Ben, il faut mettre le haut là. C'est le sens de la loi de la refondation de l'école et des mesures qui sont prises par le gouvernement. Alors Jean-Pierre Raffarin, vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous joignez votre voix à plusieurs ténors de la droite qui appellent à manifester? François Bayrou, par exemple. Donc de la droite et du centre. Et de la droite et du centre. Merci. Bon, on n'est pas d'accord en effet sur ce sujet. Nous sommes dans une situation d'échec scolaire. Nous sommes l'un des pays qui dépense le plus en éducation et qui a des budgets très élevés et qui a les moins bons résultats et qui décline. Et donc là, il n'y a pas non plus les moins bons résultats, Jean-Pierre. Au niveau européen, on a des résultats très médiocres par rapport à nos grands voisins. Donc toute la question est de voir comment on rebâtit le système. Et aujourd'hui, je dirais qu'il en est de même de la loi Macron ou de la loi sur l'éducation. L'exécutif actuel, le pouvoir actuel, travaille à la périphérie. On peut discuter du latin, on peut discuter d'un certain, on peut discuter de l'allemand, on peut discuter des choses comme cela. C'est discutable. Mais au total, le problème, c'est l'échec scolaire. Et donc la question de la réforme, c'est d'abord celle du primaire. C'est de sortir du primaire en ayant une capacité à savoir lire, mais alors, est-ce que vous êtes comme Gérard compter. Larcher qui demande ensuite, aujourd'hui le retrait de la réforme? Je pense qu'il faut retirer cette réforme pour une réforme globale. Tout comme on disait que la loi Macron, c'est celle qui touche vraiment d'abord le primaire, les socles d'abord. Puis ensuite, en effet, dans le collège, sortir du collège unique, exclusif, pour construire des filières professionnelles, pour avoir une diversité de filières et notamment commencer l'apprentissage dès 14 ans, commencer des filières professionnelles pour des enfants qui, à partir de 12 ou 13 ans, s'ennuient à l'école. Donc c'est une réforme globale qu'il faut penser. Je pense que ce qu'a fait le Sénat sur la loi Macron est très positif. Nous avons vraiment transformé une loi qui était une loi périphérique dans une loi essentielle. Qui sera retoquée sans doute par l'Assemblée nationale. Oui, mais enfin ces textes sont importants. Quand on double les seuils, c'est important. Si on avait le débat parlementaire, moi ce que je reproche aujourd'hui, c'est que sur un certain nombre de sujets, il devrait y avoir un débat parlementaire. Oui, moi je Alors suis... un débat, est-ce qu'il faudrait organiser par exemple ici au Sénat un grand débat autour de cette réforme du collège et d'une réforme plus générale? Je suis très respectueusement mais très profondément choqué par ce que vient de dire Jean-Pierre Raffarin. Sur quel point? Enfin, la réforme du collège, elle a été votée, elle est dans une loi. Dire qu'aujourd'hui il faut retirer une loi qui a été votée, c'est faire fi du Parlement. Il ne faut pas confondre, la ministre l'a dit tout à l'heure, elle a répondu à la question de Gérard Longuet, il ne faut pas confondre deux choses. Les programmes, mais vous venez de le dire, et l'organisation du collège. Sur les programmes, ça peut évoluer, les classes bilingues, l'allemand, etc.
Est-ce que vous rejoignez Jean-Pierre Raffarin quand il dit qu'il faudrait une réforme beaucoup plus générale de l'ensemble de l'enseignement? Oui, mais il faut toujours des réformes beaucoup plus générales. Si le collège va mal, urgent. Oui, mais si le collège va mal, c'est aussi parce qu'il y a eu ces dernières années 80 000 postes de supprimés. Dans mon département, mais c'est là on n'est pas d'accord. Exactement. Vous pensez mais il faut l'assumer. Toujours plus de moyens. Exactement. Mais les autres pays font mieux avec moins. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on ferme des classes en zone rurale dans votre département, vous écrivez au ministre de l'Éducation nationale, quel qu'il soit, pour dire il faut laisser la classe en zone rurale. Lorsqu'on ferme des classes en ZEP, lorsque vous faites des classes en ZEP, vous le faites auprès du recteur. Donc aujourd'hui, il y a des difficultés sociales qui sont différentes d'aujourd'hui d'il y a 20 ans. Enfin, faut bien le voir. Nous pensons, la ministre l'a dit, que l'égalité, c'est pas le nivellement par le bas. Qu'il faut amener cette classe d'âge au bac, mais ça ne veut rien dire la classe d'âge au bac. Il faut qu'ils aient les fondamentaux. Le premier degré, la réforme a été faite. Nous en sommes au collège. Nous avons des divergences, certes. Nous pensons qu'il faut mettre plus de moyens devant les élèves. Travailler en interdisciplinarité, ça fonctionne. L'autonomie, on devrait être d'accord sur l'autonomie. Vous voulez plus d'autonomie? Bien sûr. On en rajoute 20%. Donc ce point de la réforme devrait vous satisfaire. Donc il y a plein de points sur lesquels on est d'accord sur l'organisation. C'est comme sur la loi Macron, l'ouverture du dimanche. Il y a des points sur lesquels on peut être d'accord. Voilà. Le fond de l'affaire. Mais est-ce que c'est pas la droite Jean-Pierre Raffarin qui a fragilisé l'enseignement ces dernières années avec la suppression importante de postes? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu un problème. Depuis longtemps, dans l'éducation, il y a eu une sorte d'alliance d'un certain nombre de forces syndicales. Et la priorité après avoir supprimé tant de postes. Mais non, parce que nous pensons qu'il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas aussi bien que les Allemands. C'est-à-dire moins de budget et de meilleurs résultats. C'est une nouvelle organisation. Et la gauche, alliée avec les syndicats, depuis très longtemps, nous explique plus de moyens, plus de postes pour une meilleure éducation. Et nous en sommes fiers. On voit que ça ne marche pas. Moi, ce que je pense, franchement, c'est un des sujets sur lesquels je suis déçu des socialistes. Est-ce que vous êtes de ceux qui, à droite et au centre, qui pensent qu'il faut revenir sur le collège unique? Je pense, oui. Il faut mettre des filières professionnelles mieux renforcées. Mais sur le fond des choses, moi, je ne suis pas surpris de voir la loi Macron sur l'emploi. Je ne suis pas surpris de voir que les socialistes, sur l'économie, ne sont pas en situation de grande aisance. En revanche, je suis déçu sur le plan d'éducation. Je me disais, avec tous ces profs qui sont à l'Assemblée, avec cette proximité de l'éducation, avec cette connaissance-là, ils vont nous faire quelque chose... Mais non, mais c'est vrai, il y a une proximité entre le monde enseignant et le socialiste. Ça se voit aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, mais c'est pour ça... C'est pour ça que moi je suis profondément déçu de vous voir improviser une réforme qui est sur la base de votre électorat, sur lequel vous avez réfléchi, avec le nombre de profs qui sont dans vos rangs. Et donc là, sur ce sujet, on est surpris de l'improvisation. Je vous rappelle, cher Jean-Pierre Raffarin, que vous étiez vice-président du Sénat et qu'à l'époque, vous avez même dû présider les longues séances, les longues soirées du débat sur la refondation de l'école et que le débat, il a eu lieu. C'est pas du tout ça. Ce qui a été choquant pour la droite, c'est que le décret a été pris le lendemain. Guillaume, oui. Toute la polémique qui ressurgit aujourd'hui, alors que le débat a eu lieu au Parlement il y a 2 ans. Parce que tout simplement... Est-ce que c'est un défaut de pédagogie quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un défaut de pédagogie? Moi, je n'emploie pas la langue de bois. Je pense qu'il a manqué de la pédagogie et peut-être qu'il aurait fallu prendre le décret un peu avant ou un peu après. Ça un peu avant quoi? Un peu après quoi? Un peu avant la manif. Enfin, je veux dire, ça fait des mois et des mois qu'il fallait le prendre, ce décret. Ça fait des mois et des mois que nous portons cette réforme. Je comprends, moi, les oppositions... Et vous avez l'impression que le gouvernement actuel n'a pas vu venir cette polémique? Je comprends qu'il peut y avoir des oppositions à droite et à gauche. Et je pense, en tout cas, à titre personnel, je ne parle pas pour le gouvernement, j'ai été surpris et parfois même un peu désemparé, je dois bien l'avouer, de voir que la polémique a enflé, alors que je pensais que c'était évident qu'il fallait avancer dans cette direction. Nous avons constaté nos différences et eu des votes très bien. Nous ne sommes pas d'accord si un jour ils reviennent aux responsabilités, peut-être changeront-ils, mais aujourd'hui nous appliquons notre programme qui est celui de l'excellence pour le plus grand nombre. C'est tout. Après, voilà, ça va se faire et maintenant il faut continuer à discuter entre les uns et les autres pour améliorer. Mais je veux bien le dire là, la ministre l'a dit, on ne confond pas les deux choses. Les programmes, moi je n'y connais rien, je ne m'en occupe pas. L'organisation du collège, ça c'est politique et c'est notre responsabilité. Très bien, écoutez... Je reconnais qu'il y a là une confusion, Didier Guillaume a raison, et c'est sans doute une maladresse du gouvernement d'avoir mis la simultanéité entre 2 réflexions, le programme
et le collège. Ça, c'est exact que cette collision entre deux préoccupations a été une erreur. Mais globalement, je pense vraiment qu'on ne peut pas être satisfait des résultats de notre système éducatif. C'est pour ça qu'on le change. Oui, c'est pour ça qu'on le fait évoluer. Mais je pense qu'il faut le changer plus. Mais ça, très franchement, Didier Guillaume, avec moi aussi le respect que je vous porte et je vois votre travail qui a bien des exemples, et qui est un exemple pour beaucoup. Donc je ne conteste pas la manière dont vous pensez la politique. Mais je crois franchement que pour la France, on n'est pas sur un sujet de réussite, que ce soit la droite, que ce soit la gauche. Il y a bien des oppositions. Et que de ce point de vue-là, on aurait intérêt à penser une réforme plus ambitieuse. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau cet après-midi. Je vous propose maintenant d'entendre Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Il était tout à l'heure sur notre plateau autour du projet de loi renseignement auquel vous vous intéressez bien sûr, Jean-Pierre Raffarin, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères. On réécoute Bernard Cazeneuve et puis on revient ensuite sur cette réforme du collège avec nos deux invités suivants. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur ce plateau. En ce moment même se tient au Sénat une conférence de presse sur votre projet de loi renseignement. Le Sénat souhaite amender de façon assez significative ce projet de loi. Pas moins de 145 amendements ont été déposés. Des sénateurs qui veulent introduire des garde-fous, je dirais plutôt techniques, pour le respect de la légalité dans l'activité de renseignement. Ils veulent par exemple des sanctions pénales pour les agents qui sortent du cadre légal. J'imagine que là vous serez d'accord sur nous allons examiner tous ces amendements, bien sûr. Ils veulent également ramener les autorisations d'écoute de 4 mois à 2 mois. Est-ce que là, vous allez être ouvert au dialogue sur ce point? Écoutez, nous n'allons pas faire le débat sur votre plateau avant qu'il ne se déroule en séance. Nous avons beaucoup travaillé avec la Commission des lois du Sénat dans un esprit constructif. Pourquoi ? D'abord parce que nous souhaitons que ce texte sorte meilleur du Sénat qu'il n'y est rentré, comme nous avons souhaité qu'il sorte meilleur de l'Assemblée nationale qu'il n'y était rentré. C'est sur ces questions une nécessité que de laisser le débat parlementaire se déployer. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons encadrer l'activité des services de renseignement. C'est la raison pour laquelle, au lendemain de l'affaire Snowden, Jean-Marc Ayrault avait demandé à l'époque à 2 parlementaires d'élaborer un projet de loi. Et nous voulons des services de renseignement qui soient contrôlés par des structures qui fassent un contrôle réel, qu'il s'agisse de l'autorité administrative indépendante, qui verra ses pouvoirs confortés par rapport à la CNCS, qu'il s'agisse du contrôle juridictionnel considérablement renforcé, qui n'existait pas et qui désormais existe de façon puissante, exercée par le Conseil d'État, et la délégation parlementaire au renseignement, qui a un véritable pouvoir de contrôle de l'activité des services de renseignement qu'elle n'avait pas entre 2007 et 2012. Donc des contrôles accrus. 2, des techniques centrées sur la lutte contre le terrorisme pour les techniques dont on a le plus parlé, c'est-à-dire la détection sur données anonymes, le suivi en temps réel des terroristes. C'est important pour prévenir la commission d'actes terroristes. Et troisièmement, ce que nous voulons, c'est que tout cela se fasse dans le respect rigoureux des principes de droit constitutionnels et des principes généraux du droit. Voilà quelle est la doctrine du gouvernement. Mais quand et par conséquent, tous les amendements sortent meilleurs du Sénat, comme vous le vouliez également à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il y a encore des améliorations possibles alors, selon vous, et lesquelles? Mais le gouvernement lui-même présentera des amendements. Il présentera des amendements parce que nous sommes à l'écoute de ce que souhaite le Parlement et nous sommes à l'écoute aussi de ce qu'ont exprimé un certain nombre d'acteurs de la société civile. Donc sur quel point nous allons prendre des amendements? Nous allons prendre des amendements, par exemple, pour vraiment préciser que les techniques qui ont fait le plus débat sont des techniques de ciblage et non pas de surveillance massive, contrairement à ce que j'ai entendu depuis des semaines, ça ne correspond pas à la réalité. Et pour donner toute garantie sur ce point, nous allons prendre des amendements qui montrent bien que les principales activités sont centrées sur la lutte antiterroriste. De manière à ce que le contrôle soit effectif, nous accepterons des amendements qui conforteront encore le contrôle de manière à donner toute garantie. Sur la durée de conservation, des amendements sont présentés, nous allons les examiner de manière à conforter constitutionnellement le texte. Ce que nous voulons, encore une fois, à travers ce texte, c'est que l'activité des services de renseignement soit encadrée, c'est une nécessité, que les moyens nouveaux qui leur sont donnés soient ciblés et que les principes généraux du droit soient respectés. C'est assez simple. Voilà à partir de quelle grille de lecture le gouvernement va se comporter par rapport aux amendements qui seront présentés. C'est vrai qu'il y a encore des inquiétudes. Bernard Cazeneuve, la CNIL par exemple, elle continue de penser que le projet de loi ne garantit pas contre un risque de surveillance d'ampleur et notamment sa présidente estime qu'il n'y a aucun contrôle en aval. Tout est concentré sur l'amont. Une fois que les données finalement collectées entrent dans le système et alimentent les fichiers de renseignement,
gouvernement, il n'y a plus assez de contrôle selon la CNIL. Qu'est-ce que vous lui répondez? J'ai rencontré à plusieurs reprises la CNIL. D'abord, la CNIL a émis un avis avant que le texte ne sorte de l'examen du Conseil d'État. C'est le premier avis qu'elle a élaboré. Ensuite, j'ai à plusieurs reprises personnellement donné des garanties à la présidente de la CNIL. J'ai même indiqué à la présidente de la CNIL ma disponibilité devant... Mais elle est toujours inquiète, elle s'exprime dans Le Monde encore de ce soir. Oui, mais à un moment donné, il faut que les inquiétudes soient fondées à ce que le texte contient. Et vous estimez que là, elles sont infondées ? Et par exemple, pour ce qui concerne les contrôles sur les fichiers, puisque c'est de cela dont il s'agit, la loi ne change rien à ce qui prévalait par rapport au dispositif de 1991. Et je pense que sur ce sujet-là, il faut être à la fois dans la volonté du contrôle, et je partage tout à fait l'avis de la présidence de la CNIL, et en même temps dans la responsabilité. Le Monde, je sais que vous voulez pas réagir sur ces informations, mais Le Monde sort des informations autour d'achats curieux des douanes. Vous estimez qu'il y a une opération un peu de déstabilisation justement sur aujourd'hui les services? Mais moi je n'ai pas lu cet article, donc vous me permettrez de ne pas le commenter. Moi je ne commande que des documents auxquels j'ai eu accès et que je connais. Et par ailleurs, il n'a pas échappé à votre sagacité que je ne suis pas le ministre des Douanes. Et par conséquent... Tout à fait, oui. Non, mais je ne vous demandais pas de confirmer les informations, mais est-ce que vous avez l'impression que ces informations tombent de façon Mais moi, je ne peux pas opportune commenter des informations que je n'ai pas lues. Donc, je vous le redis. En pleine discussion autour de votre projet de loi. Mais le projet de loi que nous discutons est un projet de loi qui, encore une fois, est destiné à encadrer les services de renseignement, à mieux lutter contre le terrorisme, dans le respect des libertés publiques et des principes du droit. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, il y a 1 heure sur notre plateau avant la séance des questions d'actualité au gouvernement au Sénat. Une séance qui, je vous le redis, a été marquée par plusieurs questions, 5 sur 10 très exactement, sur la réforme du collège. Des questions auxquelles Najat Vallaud-Belkacem a longuement répondu cet après-midi au Sénat. La ministre de l'Éducation avait donc annulé un déplacement pour venir répondre aux sénateurs. Elle vous a notamment répondu. Jean-Marie Bockel, bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau avec vous, Brigitte Gonthier-Morin. Bonjour à tous les deux. Peut-être sur le renseignement quand même, Jean-Marie Bockel, parce que c'est une thématique que vous suivez particulièrement. On entendait tout à l'heure le ministre de l'Intérieur souhaiter que le Sénat améliore encore son projet de loi. Vous sentez que la discussion effectivement va être ouverte. Il y a encore beaucoup d'inquiétudes autour de ces écoutes qui pourraient être massives. Oui, et par exemple au sein du groupe UDI auquel j'appartiens, le débat est très ouvert et beaucoup de nos collègues, et c'est aussi mon cas, moi je suis avocat de formation, nous sommes très attachés aux libertés individuelles. En même temps, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions lorsque j'ai fait mon travail sur la cybersécurité, et je pense que c'est une recherche d'équilibre entre la sécurité et les libertés individuelles dans un monde qui change à toute vitesse. Donc les principales garanties sont là. Le débat parlementaire va permettre de les parfaire, de les affiner, d'éviter que le diable ne se situe dans les détails comme l'on dit. Mais l'esprit général, l'économie générale, l'objectif de ce texte est bon. Bien sûr, face à l'enjeu terroriste, mais de manière générale pour répondre à toutes les attaques qui peuvent menacer aussi de manière plus insidieuse notre économie, notre patrimoine. Donc moi je suis, disons, j'ai un a priori favorable sur ce texte. Allez, on revient maintenant à la réforme du collège, puisque c'était ça qui préoccupait beaucoup les sénateurs cet après-midi. Vous avez tous les deux interpellé la ministre. Est-ce que vous estimez que le gouvernement est passé en force en publiant le décret au lendemain de la manifestation des enseignants, Brigitte Gonthier-Morin? Il est passé en force, ça me choque évidemment, comme beaucoup de personnes, mais c'est surtout grave parce que je crois qu'on ne pourra pas déployer une véritable réforme de l'école et singulièrement du collège en passant outre la vie et l'adhésion de l'ensemble de la communauté éducative. Or, donc vous l'avez vu, le gouvernement aurait dû céder aux manifestants ? Il ne s'agit pas de céder, il s'agit d'organiser le dialogue, la concertation et la construction ensemble. Parce que quoi qu'en dise le gouvernement, la loi de refondation que j'ai personnellement votée ne comportait pas explicitement cette déclinaison. Donc vous contestez ce point. C'est vrai que Didier Guillaume, le président du groupe socialiste qui était sur ce plateau avant, a dit que le débat avait eu lieu finalement au Parlement à l'occasion de ce projet de loi sur la refondation de l'école. Est-ce que vous estimez qu'on a besoin aujourd'hui d'un autre débat? Écoutez, j'ai l'impression qu'on a un peu un dialogue de sourds. Et les réponses de la ministre étaient souvent des réponses à côté des questions. Et il y a la forme et le fond. Le passage en force, la provocation, c'est critiquable. Mais c'est surtout critiquable parce qu'on a le sentiment que, nonobstant la loi elle-même, qui d'ailleurs n'avait pas prévu qu'il y aurait derrière ce décret, eh bien, il y a encore besoin
de discuter. Quand vous écoutez les réponses, on est là, on se balance à la figure le débat sur le nivellement par le bas, l'élitisme, etc. Bon, mais sur le terrain, nous sommes aussi des élus locaux. Nous connaissons nos collèges, nous savons qu'il y a urgence à agir et nous savons en même temps que un certain nombre d'éléments d'excellence, pas d'élitisme, mais d'excellence dans les collèges sont un élément également d'attractivité. Moi, j'ai eu mes enfants au collège, je sais ce que c'est qu'une classe bilingue, je sais pourquoi dans un certain nombre de collèges de quartiers difficiles de ma ville, il y a encore des parents qui mettent leurs enfants au collège alors qu'ils auraient pu avoir le choix, c'est parce qu'il y a ces filières d'excellence. Et ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. Moi, je ne suis pas satisfait, je le dis vraiment de bonne foi, de la réponse que la ministre ne m'a pas apportée, car je n'ai pas eu de réponse. Vous non plus, vous n'êtes pas satisfaite, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Je voudrais réagir à ce que disait à l'instant Monsieur Kell. Incontestablement, il faudra admettre qu'une réforme de l'éducation nationale sera un temps long qui va nécessiter un temps de concertation, d'élaboration et d'adhésion. Or, la droite n'a pas fait autre chose que, en réalité, ce que fait le gouvernement actuel, c'est-à-dire de considérer cette réforme par séquence. Or, il y a une question fondamentale à trancher. Est-ce que tous les enfants sont capables d'apprendre? Si nous répondons oui à cette question, alors il faut envisager, comme je le disais dans mon propos, un allongement du temps de scolarité. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le temps d'aménagement, c'est le temps de la remédiation, parce que si tous les enfants sont capables d'apprendre, tous ne vont pas rentrer de la même façon dans les apprentissages. Il y a bien sûr les inégalités sociales qui se transforment, comme on le voit, en inégalités scolaires. Donc vous demandez le retrait de la réforme aujourd'hui. Je demande qu'on reprenne... Et un temps de concertation beaucoup plus long. Je demande qu'on reprenne langue avec les organisations syndicales, avec l'ensemble de la communauté éducative, parce que ce sont eux qui peuvent avancer des propositions de nature. Et il faut parler de leur formation. Ils ne cessent d'appeler au secours. Cette question de la formation initiale, mais également continue. La ministre me dit on va donner les moyens. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de moyens aujourd'hui pour la formation continue. Jean-Marie Bockel. Je suis assez d'accord avec la critique qui a été formulée. Simplement, je préfère effectivement que l'on parle de communauté éducative que de limiter le propos, mais aux syndicats enseignants, parce que les syndicats enseignants traduisent une réalité, une attente, et même parfois une souffrance, parce que c'est dur, mais il y a également ce que disent les parents, leurs associations, et puis moi, il ne me choque pas... les élus qui ont aussi j'allais le dire, scolaire, il ne me choque pas que... Voilà, et on voit bien la manière dont on a vécu cette affaire des rythmes scolaires. Moi, je ne suis plus maire, mais je préside une agglomération au sein de laquelle on s'est beaucoup impliqué sur ces questions, on s'implique sur le périscolaire. Donc est-ce que le Parlement la question du rythme scolaire, c'est l'exemple type de comment on a pris par le petit bout de la lorgnette, parce qu'il aurait fallu poser sur la table l'ensemble de la question de l'organisation des rythmes, des cycles, voir comment on pouvait donner du temps de remédiation à ceux et donc donner des heures. Parce que vous voyez, ma principale critique, vous l'avez compris, je pense, porte notamment sur le fait qu'on diminue les enseignements au global obligatoires. Faute de moyens notamment. C'est vrai qu'on se sent très concerné. J'ai une autre critique encore. D'abord, au résultat, on voit bien que dans la capacité ensuite de s'insérer dans les apprentissages, dans la vie professionnelle, on a de plus en plus de gamins, et ce n'est pas les plus favorisés dont je parle, qui ne sont pas préparés, et c'est bien dommage, à un moment où on espère la reprise, etc. Et puis, il y a un autre aspect, franchement, je le dis, et je ne le dis pas comme alsacien ou comme frontalier, etc., ça concerne l'ensemble du pays. Cette question, non mais pas seulement, vous savez, je suppose que les régions proches de l'Espagne, de l'Italie, etc. Mais cette question de la langue, elle est très importante. C'est déjà une faiblesse française par rapport à d'autres pays, et là, je pense qu'on est en train de remettre en cause ce qui était une réussite, un succès, et qui concernait beaucoup d'enfants de toutes origines, croyez-moi, de toutes origines, sociales, etc. Et ça, pour moi, c'est une faute. Alors là, oui, tout remettre à plat et essayer de corriger le tir, si c'est possible, nous saurons être constructifs en ce qui nous concerne. Bon, un petit mot de fin, Brigitte Gontier-Morin, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Non, il faut remettre vraiment l'ouvrage sur le métier avec urgence, dans l'esprit que nous voulons dire, et surtout se préoccuper de la question des moyens à mobiliser, les moyens on vous entend. Financiers, mais pas seulement.
Les commissions du Sénat, à commencer par la commission des affaires culturelles, va faire un travail. J'espère que ce travail sera entendu par le gouvernement, car il sera constructif. En tout cas, le débat se poursuit notamment ici au Parlement et au Sénat. On y reviendra bien entendu sur l'antenne de Public Sénat. Merci à tous les deux d'être venus cet après-midi sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis en direct du Sénat et très bonne fin de journée, très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat.